Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. On va de nouveau prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, Marie-Noëlle Lienemann. Bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste. Vous êtes membre de la commission des affaires économiques. Vous allez réagir à différents sujets et notamment à la flambée de violence au Proche-Orient. Pour Berlin, Israël a le droit de se défendre. Vous nous donnerez votre point de vue sur la situation dans un instant. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous ce soir, Alexandre Poussard. Bonsoir Alexandre, vous avez suivi les questions au gouvernement du mercredi. Plusieurs interventions à retenir. Bonsoir Rebecca. Il y a eu un échange houleux entre la droite sénatoriale et le gouvernement autour du féminicide qui a eu lieu la semaine dernière à Mérignac en Gironde. Et on l'entendra cet échange. Jonathan Dupriez est également avec nous ce soir. Bienvenue Jonathan. Après l'affaire Sarah Halimi, la majorité sénatoriale veut réécrire les textes sur l'irresponsabilité pénale. Tout à fait, et de manière concrète et minutieuse, nous disent-ils. Samia Dechir fait aussi partie du club ce soir. Bienvenue Samia. Roselyne Bachelot, auditionnée au Sénat tout à l'heure, a-t-elle donné des précisions aux professionnels de la culture ? Alors sur les dates de réouverture, rien de nouveau, mais on sait maintenant que le gouvernement n'est pas fermé à une territorialisation des mesures. Dans une demi-heure, notre grand débat, on s'arrête ce soir sur les questions que pose le pass sanitaire. Il y a la polémique autour du premier puis du deuxième vote à l'Assemblée hier soir, qui peut-être a montré quelques faiblesses politiques dans la majorité présidentielle. Et puis il y a le fond du problème, les conditions d'accès aux événements, le stockage des données personnelles et les risques à moyen terme. Ça y est, c'est déjà très concret, puisque pour voir des matchs à Roland-Garros, par exemple, le pass sera obligatoire pour les spectateurs, on l'a appris tout à l'heure. Alors, pass sanitaire, quelle garantie pour nos libertés individuelles ? #ALPL si le sujet vous intéresse sur Twitter. Mais d'abord, donc, cette explosion de violence au Proche-Orient. L'ONU dit craindre une guerre à grande échelle. Plusieurs réactions ce soir. L'Union européenne qui appelle à l'arrêt immédiat des violences et Washington qui annonce l'envoi d'un émissaire sur place. Et en France, quelle réaction ? Vous nous ferez part de la vôtre dans un instant, Marie-Noëlle Lienemann. Faisons d'abord le tour des réactions et des analyses au Sénat avec Solène Boissé. Une nouvelle escalade de violence a enflammé la Cisjordanie dans la nuit de mardi à mercredi. Selon les autorités israéliennes, plus de 1000 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. Depuis lundi, 48 personnes, dont 14 enfants, sont morts côté palestinien, ainsi que 5 civils israéliens selon les différentes autorités. Face à cette montée en puissance des heurts, le sénateur Pierre Laurent demande des réponses fortes de la part du gouvernement. La procureure de la Cour pénale internationale parle de fondement raisonnable de crimes de guerre. Monsieur le ministre, que fait la France ? Notre voix hier en première ligne s'est éteinte au fil des ans. Jean-Yves Le Drian a appelé à tout mettre en œuvre pour éviter un nouveau conflit, mais face à la Haute-Chambre, le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne peine à apporter une réponse concrète à la résolution du conflit. Toutes ces violences, elles montrent quoi ? Elles montrent la nécessité d'un processus politique crédible. Et force est de constater que chez les différentes parties, la situation politique n'est pas stabilisée et que donc ça n'aide pas à trouver cette solution politique. Mais la France ne renoncera pas. Ce mercredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion à huis clos en urgence, la deuxième en 3 jours. Mais selon des sources diplomatiques, les États-Unis font barrage à l'adoption d'une déclaration commune visant à faire baisser les tensions. Le président de la Commission des affaires étrangères au Sénat estime que l'Europe est impuissante sur la scène internationale. C'est une tristesse de voir une fois de plus l'Europe qui est tout à fait inopérante dans cette affaire. On nous demande du reste quasiment même plus notre avis. Enfin, Qu'est-ce que pourrait faire l'Europe dans cette affaire ? Déjà, elle pourrait faire entendre sa voix, mais on a l'impression d'être inaudible. Le Hamas a annoncé la mort de plusieurs de ses commandants dans des frappes israéliennes. De son côté, Israël a dit cet après-midi exclure toute trêve tant que les tirs de roquettes palestiniennes continueront. Marie-Noëlle Lienemann, vous trouvez vous aussi que la voix de la France est un peu faible ? Écoutez, c'est clair, elle est faible dans les médias. Peut-être qu'il y a un travail diplomatique souterrain, mais il est invisible. Elle est manifestement faible à l'ONU, puisque nous avons un siège à l'ONU, au Conseil de sécurité. Il faudrait se faire entendre avec force. On disait l'Union européenne n'est pas audible. La France devrait porter une voix exigeant de l'ONU, un vrai travail sur l'application des textes de l'ONU. Je rappelle qu'une partie de ce conflit est venue du fait que des expropriations de Palestiniens ont
totale opposition aux règles de l'ONU était prévue et que la montée des colons en espace pour éradiquer la présence des Palestiniens est évidemment quelque chose qui ne peut faire qu'accroître les tensions, que de l'autre côté, le Hamas en a profité, si je puis dire, pour durcir à nouveau. Et on a les deux extrêmes qui jouent au truc. Donc, ce qui est très important, c'est que la France continue à porter une position équilibrée, une position qui travaille sur la paix et une position qui essaie de faire remonter les structures multilatérales, donc l'ONU, comme un acteur pour, par exemple, une conférence de paix au Moyen-Orient, etc. Trump a fait beaucoup de mal. Les pays arabes ont aussi, de leur côté, beaucoup déserté une forme de responsabilité pour concourir à la paix de l'ensemble. En tout cas, en l'état actuel des choses, la première des choses, il faut qu'on ait un vote de l'ONU exigeant la trêve, l'arrêt des violences mutuelles, qu'on essaie de mettre en place un système pour un traitement juste et qu'on arrête cette colonisation rampante qui n'est pas conforme au droit international, et enfin qu'il y ait une conférence plus stratégique d'accord de paix entre les pays. On a toujours mis dans les négociations d'Oslo Jérusalem à part. Au bout d'un moment, c'est pas possible. On ne peut pas mettre sous le tapis des problèmes majeurs. Et même si ça ne va pas se régler facilement, abandonner l'idée de travailler au règlement ne peut faire que des épisodes dramatiques de cette nature. En quelques mots, David Guiraud de la France Insoumise et Philippe Poutou du NPA ont appelé à des rassemblements en faveur des Palestiniens ce soir et samedi. Vous soutenez ces appels ? C'est compliqué parce que dans ces moments-là, à la fois, il ne faut pas abandonner ceux qui sont quand même les plus attaqués dans le droit. C'est quand même les Palestiniens qui sont sans arrêt en tant que peuple. Je ne dis pas forcément leurs organisations. En même temps, il y a un tel délitement politique de l'organisation Mahmoud Abbas, pas d'élection, le Hamas qui prend de l'importance. Et de l'autre côté, ne pas mettre non plus de l'huile sur le feu à un moment où quand même, il est vrai aussi qu'on ne peut pas avoir comme stratégie qu'on pilonne Israël de la même manière. Donc moi, j'ai tendance à penser qu'il faut défendre le droit des Palestiniens, mais ne pas rajouter, jouer plutôt l'acteur de paix et d'équilibre. C'est d'autant plus vrai que dans notre propre pays, il ne faudrait pas que ça crée des conflits internes qui exacerbent des communautarismes de part et d'autre que nous combattons. Donc bon, pourquoi pas montrer que c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que les Palestiniens subissent une non-application du droit international et que c'est pas tolérable. Allez, on va poursuivre notre tour de l'actualité avec nos chroniqueurs. C'est l'heure du club. Alexandre Poussard, lors des questions au gouvernement, il y a donc eu l'intervention de Pierre Laurent sur le Proche-Orient, on l'a vu. D'autres moments forts ont marqué ces CAG. Oui, Rebecca, il y a un très grand moment de tension autour du féminicide de Mérignac. Cette femme brûlée vive et tuée par son ex-mari la semaine dernière, alors même que cet homme avait déjà fait de la prison pour violence conjugale sur son épouse. Le gouvernement a lancé un rapport d'inspection pour comprendre les conditions de la remise en liberté de cet homme et pour comprendre aussi l'absence de mesures de protection de la victime, comme par exemple le téléphone grand danger ou encore le bracelet anti-rapprochement. Les premières conclusions de ce rapport ont été rendues publiques aujourd'hui, mais pour la sénatrice Les Républicains Laurence Garnier, elles ne sont pas du tout satisfaisantes. On l'écoute. La mission d'inspection a rendu ses premières conclusions ce matin. Elle parle d'une série de défaillances et de dysfonctionnements. On croirait entendre une annonce de gare pour annoncer le retard d'un train. Monsieur le Premier ministre, tous les meurtres de femmes ne peuvent pas être évités. Celui-là aurait dû l'être si vous vous étiez donné les moyens d'appliquer des lois que vous avez vous-même votées. Ma question est donc simple. N'avez-vous pas honte d'une telle inefficacité de votre politique ? Et les mots de la sénatrice Laurence Garnier sont très forts. Et vous allez le voir, la réponse du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, l'est tout autant. Ce qui parfois me fait honte, c'est l'exploitation... C'est l'exploitation cynique et obscène d'une situation que nous avons tous à déplorer avec beaucoup d'émotion. Nous avons fait bien plus que vous depuis des années
J'ai appelé tout le monde au respect. Vous répondez dans le respect. J'ai appelé tout le monde au respect au début de la séance. Vous répondez en respectant l'auteur de la question. Voilà pour cet échange houleux autour du drame de Mérignac. Et les sénateurs sont revenus sur un autre drame, celui d'Avignon, le meurtre du policier Éric Masson, tué lors d'un contrôle de stupéfiants. Le sénateur centriste Loïc Hervé est revenu sur la réponse politique à apporter après ce drame, après le temps des commémorations. Il y a les mots dits, et ils ont été forts, Monsieur le Premier ministre, dans 2 éloges funèbres que vous avez prononcés. Mais il y a aussi les mots qui sont écrits, ceux qui sont dans la loi, et dans la loi pénale en particulier. Il y a surtout la force des décisions que nous attendons de la justice, qui doivent être fermes dans leur prononcé, comme dans la réalité de leur application. Et pour lui répondre, la ministre Marlène Schiappa, qui a égrené toute la série de mesures législatives annoncées par le gouvernement. On l'écoute. Le Premier ministre a annoncé vouloir inscrire dans la loi la limitation stricte des possibilités de réduction des peines, la peine de sûreté portée à 30 ans pour les personnes condamnées à la perpétuité pour un crime commis contre un policier ou contre un gendarme. Les violences contre les forces de sécurité intérieure seront désormais des délits spécifiques, plus durement réprimés. Je pense notamment à la question des refus d'obtempérer. Enfin, le garde des Sceaux prendra une circulaire demandant au parquet une fermeté stricte lorsque les forces de l'ordre sont prises à partie, en demandant le déferrement systématique et un jugement rapide des auteurs, et je tiens à l'en remercier. Alors les sénateurs saluent ces annonces, ces nouvelles mesures législatives, mais ils demandent d'abord de bien appliquer la loi actuelle pour protéger nos policiers. Marie-Noëlle Lienemann, si on revient sur l'incident avec la sénatrice LR, Laurence Garnier, elle a eu raison d'employer ces termes forts avec Éric Dupond-Moretti. En tout cas, à défaut d'une honte, c'est un scandale. Est-ce que c'est que de la faute du gouvernement ? Mais la vie politique est ainsi faite que l'exécutif est responsable de l'exécution des politiques publiques. Et donc, j'imagine bien que ce n'est pas Dupond-Moretti qui aurait dû surveiller Mais ça montre un profond dysfonctionnement dans notre justice et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ce qui est grave, c'est le côté récurrent de tout ça. Incapacité d'avoir des politiques publiques opérantes sur les tests, les vaccinations, incapacité d'avoir des politiques publiques opérantes quand on vote des textes sur l'application, sur les bracelets, les violences faites aux femmes, incapacité de mettre en œuvre les dispositions juridiques existantes déjà par rapport à la police, à la protection et plus particulière de la police. Donc c'est la mise en œuvre des politiques publiques qui est en crise. Cette mise en œuvre, elle procède sans doute de profondes réformes et de nouvelles politiques à impulser. Il y a d'abord une question des moyens donnés à l'État, à la fonction publique, parce que dans le cas de la justice, etc., il y a aussi la formation des acteurs publics. Et puis, il y a une culture de la haute administration qui souvent se satisfait d'avoir fait des textes, d'avoir pondu des circulaires, mais n'a pas la culture du veiller à est-ce que les objectifs sont atteints, est-ce que le faire est au rendez-vous, et si le faire n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut transformer dans l'action, et pas toujours croire qu'en rajoutant une louche de loi un peu plus dure, ça réglera les problèmes. C'est une forme de paralysie de l'État qui est à la fois le résultat des politiques libérales, d'austérité, on peut toujours faire plus avec moins, ou qui fait croire qu'il suffit d'avoir des règles pour qu'elles s'appliquent. Donc je pense que ça fait partie des grands débats qu'il faudra avoir pour la prochaine présidentielle. Et pas, j'ose espérer que nos concitoyens ne se laisseront pas tromper par des grandes déclarations de principe, en n'ayant pas le souci de voir comment on l'applique réellement. Et par ailleurs, s'agissant du droit des femmes, j'arrive quand même pas à comprendre l'accumulation de dysfonctionnements majeurs. Et alors, ce discours administratif, la collègue elle a eu raison, quoi. On croirait qu'il y a une panne de caténaires dans les voies à la SNCF, quoi. Enfin, donc, cette espèce de discours lycée, au lieu de dire on a fait des erreurs graves. Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon pour qu'elles ne se reproduisent pas? Mais franchement, dans le cas présent, c'est impardonnable. C'est une succession de gravissimes erreurs.
On va continuer avec vous, Jonathan du Priez. Un autre temps fort du jour au Sénat, c'est la conférence de presse conjointe de Bruno Retailleau et d'Hervé Marseille sur l'irresponsabilité pénale. L'affaire Sarah Halimi a laissé des traces dans l'opinion. Elle pourrait en laisser dans les textes législatifs. Oui, Rebecca, et le Sénat entend bien en tout cas imprimer sa marque sur ce thème en conférence de presse tout à l'heure. La droite et les centristes ont exposé leurs méthodes pour modifier le code pénal sur cette épineuse question de l'irresponsabilité. Les sénateurs de la majorité, en fait, ils souhaitent exclure de l'article 122.1 du code pénal les auteurs d'un crime qui se seraient volontairement mis dans une position d'irresponsabilité, comprendre des personnes qui passeraient à l'acte après s'être mis sciemment sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. Évidemment, dans le contexte de l'affaire Halimi, vous allez voir ces images, on s'en souvient, le travail des sénateurs revêt une portée très symbolique, ils en ont bien conscience. Vous savez, je ne me rappelle pas l'émotion qu'a suscité l'affaire Sarah Halimi. Bien entendu, il y a eu son tabassage, la défenestration, ce meurtre qui est un meurtre antisémite, qui est horrible. L'affaire dont je parle s'est prolongée dans la mesure où le coupable n'a pas été reconnu pénalement responsable. Sauf que certains pourraient dire que c'est quand même un peu dangereux de légiférer comme ça à chaud. Oui, c'est le danger dans l'absolu. On se souvient aussi des propos forts de François Molins, le procureur général près de la Cour de cassation, qui avait appelé dans Le Monde les parlementaires à ne pas légiférer dans l'urgence ni sous le coup de l'émotion. Ça n'est pas le genre de la maison, répond de son côté le Sénat, surtout la sénatrice centriste Nathalie Goulet, que vous voyez aussi à l'image, qui porte le sujet depuis mars 2019 au Sénat, bien avant que l'opinion publique ne s'emballe, car au-delà de la seule l'affaire Halimi, les sénateurs veulent aussi s'attaquer à un vrai sujet de société. Chaque année, des centaines de non-lieux pour irresponsabilité sont prononcés par la justice et même des milliers d'affaires qui sont classées sans suite. C'est une situation qui est dramatique pour les familles des victimes, comme nous le racontait tout à l'heure Nathalie Goulet. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plus de 350 non-lieux pour irresponsabilité par an, et en 2018, c'est les derniers chiffres qu'on a, il y a eu plus de 13 000 classements sans suite pour irresponsabilité. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 20 000 victimes qui n'ont jamais eu de jugement, qui n'ont jamais eu de procès, qui n'ont jamais pu faire leur deuil, et en même temps, 20 000 auteurs qui sont dans la nature et pour lesquels on n'a pas d'explication ni de suivi. Voilà, Rebecca, les sénateurs arguent donc d'avancer sur le fond, uniquement le fond. Bruno Retailleau définit d'ailleurs cette proposition de loi comme minutieuse et très concrète. Elle ne doit servir qu'à résorber un angle mort de notre droit et ne saurait être un prétexte pour pénaliser davantage le trouble mental. Et ça, c'était une grande inquiétude, notamment des syndicats de magistrats. La commission des lois avance donc très prudemment sur ce texte, comme le précise son président François-Noël Buffet. Il faut donc être très prudent sur la manière dont on va réformer. La France ne juge pas les fous, et c'est heureux d'ailleurs. Donc on est vraiment sur un équilibre juridique, une solution juridique qui devrait arriver à remplir cet office. Et je pense que dans les premières réflexions, on tient déjà un projet de solution. Mais ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'au même moment, Éric Dupond-Moretti est sur le point, lui aussi, de présenter un projet de loi similaire en Conseil des ministres. Oui, et ça avait provoqué la colère des sénateurs comme Nathalie Goulet, que vous avez vu. Elle s'offusquait courant avril que le garde des Sceaux ne respecte pas finalement le travail du Sénat, d'autant qu'Éric Dupond-Moretti, en exaucant finalement le vœu présidentiel de changer cette loi après l'affaire Halimi, va à rebours d'un rapport parlementaire qui avait été commandé par sa prédécesseur Nicole Belloubet avant qu'il arrive place Vendôme. Et ce rapport conclut que la loi en l'état, elle est satisfaisante. En fait, les deux auteurs du rapport, ils ajoutent aussi cette mise en garde. Être considéré comme fou n'est pas pareil qu'être fou. Et cette distinction, elle est fondamentale, disent-ils. Donc, dans le sillage de l'affaire Halimi, on comprend bien qu'en tout cas, il y a une véritable course à l'échalote législative qui s'ouvre entre à la fois le Sénat, Éric Dupond-Moretti qui est sur le point de présenter en Conseil des ministres son projet de loi, et aussi le député LR Guillaume Larrivé qui a déposé un texte quasi identique à l'Assemblée nationale. Marie-Noëlle Lienemann, vous craignez que Éric Dupond-Moretti, lui, légifère à chaud quand le Sénat tente de légiférer depuis 2 ans? Je pense que sur des sujets comme ceux-là, faire confiance au Parlement est quand même la meilleure méthode. D'abord parce qu'il faut quand même qu'il y ait une vraie confrontation en profondeur des différents courants philosophiques, politiques, sur la manière d'appréhender l'enjeu. Bon. Je constate que le rapport parlementaire de M. Houillon, LR, et d'un autre député, Dominique Rimbourg, qui était socialiste, avait
abouti au fait qu'il ne fallait pas modifier la loi. Je ne dis pas que par nature, il ne faut jamais rien changer. Simplement, tout le problème du curseur est le suivant. C'est que, d'abord, on a beaucoup dit des choses inexactes sur l'affaire Halimi. C'est pas simplement parce qu'il avait pris du cannabis que 7 experts sur 8, ou enfin la grande majorité, la quasi-unanimité des experts, a considéré que la personne n'avait pas un discernement altéré, mais elle avait bien une absence de discernement. Aboli. Pour 2 expertises sur 3. Donc à partir de là, c'est parce qu'il y avait l'accumulation entre des troubles manifestement récurrents, ou en tout cas fréquents, et l'abus permanent de cannabis ou de toxicologie, que ce mécanisme a été jugé comme un discernement aboli. Que d'ailleurs depuis, il semble qu'il ait eu des comportements en hôpital psychiatrique qui concourent à dire qu'en effectivement il est truc. Et alors tout le problème, c'est le risque de dire à partir du moment où vous avez pris du cannabis, c'est volontaire, donc vous vous mettez en situation d'abolir votre discernement pour faire des turpitudes. La réalité, c'est qu'une partie des gens qui se mettent à boire ou qui utilisent le cannabis de façon récurrente, ça peut être aussi parce qu'ils ont des troubles qui basculent là-dedans. Donc, quelle est la cause, quel est l'effet? C'est extrêmement... Et puis, il y a les psychotropes qui peuvent être pris pour soigner, qui peuvent par ailleurs en abus, etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et c'est vrai que on a eu tendance jusqu'à présent, et moi j'ai tendance à penser que c'est peut-être quand même la meilleure solution, d'avoir confiance dans un collège d'experts, plus un collège de juges d'instruction, enfin, qui doivent intervenir après. Cette collégialité est quand même... Et je me méfie des automatismes qui pourraient être induits par cela. En revanche, il y a des choses qui peuvent être faites sur la manière dont se fait l'instruction, sur la manière dont les suivis à la fin, une fois que la personne est en hôpital psychiatrique, comment les choses se passent après. Enfin bon, là, je pense qu'il y a des législations améliorées. Mais pas forcément sur les responsabilités. Voilà, mais en tout cas, je préfère que ce soit un travail parlementaire, pluraliste, parce que là, comme vous le disiez, on touche à un fondement de notre civilisation. Depuis Rome, depuis l'Antiquité, juger les fous est quelque chose d'inacceptable dans nos sociétés. Et dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse crise de la psychiatrie en France. Parce qu'en attendant que les gens basculent dans des attitudes dramatiques, je considère que la prévention, le suivi des malades, les moyens donnés à la psychiatrie sont dérisoires au regard de la montée de ces problèmes, de ces maladies, qui peuvent être d'ailleurs conséquentes aussi de problèmes sociaux, même si elles ne sont pas que conséquentes de cela, et qu'on ferait bien de s'interroger sur la prévention, le suivi, les moyens donnés à la psychiatrie, et pas seulement de s'y interroger quand on a basculé dans le drame. Et peut-être encore plus depuis le Covid. Samia Dechir, on se tourne vers vous. Vous avez suivi pour nous l'audition de Roselyne Bachelot tout à l'heure au Sénat. La ministre de la Culture était donc entendue sur la façon dont le déconfinement va se dérouler très concrètement dans les jours à venir. Est-ce qu'on en sait plus ? Alors sur les dates, il n'y a pas vraiment de nouveau, puisque de toute façon le calendrier de réouverture il était déjà connu. Roselyne Bachelot, du coup, elle a fait que le confirmer. Alors pour rappel, cette réouverture des lieux culturels, elle est prévue en 3 étapes. La première, elle aura lieu la semaine prochaine, le 19 mai. Et à cette date-là, les cinémas et les salles de spectacle vont enfin pouvoir ouvrir, mais seulement à 35% de leur capacité. Les musées et les bibliothèques également, avec 8 mètres carrés par personne. La deuxième étape de cette réouverture des lieux culturels, elle aura lieu le 9 juin. Là, la jauge pour les cinémas et les salles de spectacle, elle va cette fois passer à 65% de leur capacité. Et puis celle des musées et des bibliothèques va passer à 1 personne pour 4 mètres carrés. Et c'est aussi à cette date que devrait entrer en vigueur le fameux pass sanitaire qui sera exigé pour les événements qui rassemblent au moins 1000 personnes. Et d'ailleurs, au cours de son audition, la ministre Roselyne Bachelot a rappelé qu'elle était favorable, à titre personnel, à la mise en place de ce pass sanitaire pour ce genre d'événement. Enfin, la troisième et normalement la dernière étape de la réouverture des lieux culturels, elle aura lieu le 30 juin. À cette date-là, il n'y aura tout simplement plus aucune jauge pour les cinémas, les salles de spectacle et les festivals, sauf pour les festivals en plein air et les concerts qui seront de nouveau autorisés à cette date-là avec quelques particularités. Justement, les concerts, les festivals en plein air, c'est le point le plus sensible. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions ils pourront se tenir ?
Alors, c'est pas encore tout à fait clair. Pour les festivals debout en plein air, par exemple, on sait qu'il y aura une jauge probablement d'une personne pour 4 mètres carrés. Alors, comment mettre ça en place dans des grands espaces en plein air? C'est pas encore tout à fait clair. Le gouvernement doit encore y travailler. Roselyne Bachelot l'a dit. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y aura un nombre limité de participants à ces festivals debout en plein air et que la limite du nombre de participants, elle sera fixée par les préfets. Or, qui dit préfet dit département et donc une territorialisation des mesures de réouverture des lieux culturels, c'est-à-dire qu'on pourrait adapter ces mesures dans chaque territoire en fonction de la progression ou du recul de l'épidémie. Et là, les sénateurs se sont montrés très intéressés sur cette possibilité de territorialiser les mesures. Ils y semblent globalement favorables. Pendant son audition, Roselyne Bachelot leur a dit qu'elle n'était pas contre, mais pas tout de suite. Pas avant, en tout cas, la 3e étape de réouverture des lieux culturels, c'est-à-dire à compter du 1er juillet. Écoutez. On peut imaginer, je n'ose y croire, mais que si nous étions amenés à, dans certains secteurs, à voir un foyer pandémique se développer, plutôt que de refermer l'ensemble du dispositif, on pourrait imaginer de territorialiser un certain nombre de mesures de freinage. Ça me paraîtrait tout à fait utile et c'est vers ce mode de fonctionnement que nous allons. Et sur les concerts tests, Samia, est-ce qu'on en sait plus ? Oui, on sait désormais que plusieurs vont pouvoir être organisés. Il y avait en fait 3 grands projets de grands concerts tests en France, des concerts debout, en intérieur. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des expérimentations scientifiques qui doivent permettre d'anticiper dans les meilleures conditions possibles la réouverture des salles et de comprendre mieux comment se propagerait le virus dans de telles conditions. Seulement, il y avait encore une forte incertitude sur la possibilité ou non de tenir ces concerts tests. Et devant les sénateurs, Roselyne Bachelot, eh bien, elle a annoncé qu'ils auraient bien lieu puisque 2 des 3 projets ont été retenus. On écoute les précisions de la ministre. J'ai le plaisir de vous indiquer que la décision a été prise cette semaine par le gouvernement en faveur des 2 expérimentations de Paris et de Montpellier, sous réserve que les concerts aient lieu avant le 9 juin. Parce que si les concerts ont lieu après, ça ne va pas nous aider à affiner les protocoles pour les festivals debout. Bien sûr, c'est vraiment un outil de travail. Le projet de Marseille est également très intéressant sur le plan scientifique, mais n'a pas été retenu en raison des risques liés au protocole sanitaire proposé. Marie-Noëlle Lienemann, cette question de la territorialisation des mesures sur les festivals, vous seriez pour? Vous faites partie de ces sénateurs et sénatrices qui le demandent? Surtout si c'est pour réagir face à un cluster ou quelque chose, une montée très localisée. Donc là, oui, au bout d'un moment, je suis plutôt pour que de laisser faire des choses qui peuvent mal évoluer, et de l'autre côté, de bloquer l'ensemble à cause d'une minorité. Plutôt pour la territorialisation, encore que pour les grands événements. Il faut savoir qu'il y a un côté très relatif au territoire. C'est-à-dire, toute une série de festivals de l'été, il y a des gens de partout qui y vont, qui reviennent, etc. C'est tout l'enjeu de cela. Néanmoins, je pense que les décideurs locaux auront ça en tête. Ils ne vont pas avoir que la vision locale au local. Donc voilà, moi je pense que c'est quand même préférable que d'avoir des blocages récurrents et trop généralisés. Globalement, ça a bougé ces dernières 24 heures pour le monde de la culture, les intermittents, avec une année blanche prolongée jusqu'en décembre. C'est quelque chose que vous saluez? On peut dire que l'État a été présent auprès du monde de la culture? Il y a tout un problème sur comment on compte l'année blanche, mais en tout cas, mais à contrario, à côté de ces métiers qui sont clairement de l'intermittence de la culture, il y a des tas qu'on appelle des intermittents de l'emploi, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans l'événementiel, etc., qui ne sont pas stricto sensu, mais qui, notamment dans les festivals et dans plein d'activités, sont mobilisés. Et je regrette profondément que nous n'ayons pas un système de protection pendant cette crise du Covid qui ait mieux garanti ces personnes. Les 900 €, là, c'était pas du tout suffisant. Donc il y a eu des oubliés, quoi. Nous avons déposé
nous allons déposer une proposition de loi sur ces intermittents de l'emploi. Et en tout cas, il faut bien prendre conscience qu'on ne va pas arrêter brutalement les aides parce que il y a un effet compliqué dans la culture. Des spectacles qui devaient avoir lieu n'ont pas eu lieu. Les nouveaux qui devaient se préparer ne sont pas préparés. Donc ça va durer un bon moment. Hélas, les conséquences de ce Covid. Vigilance donc. Merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure.